Mesdames, Messieurs, toute la technique de ZOC TV, bonsoir. Aujourd'hui, nous avons l'avantage et l'honneur de recevoir M. Benoît Wilcock, le directeur du BRGM, Bureau de recherche géologique minier. Nous allons vous donner quelques éléments concernant ce bureau, sa fonction et autres. Vous allez pouvoir écouter et surtout comprendre. Nous remercions tous ceux qui continuent à nous encourager à faire cette émission. Ils nous disent apprendre beaucoup de choses. Nous sommes très contents pour eux, contents pour tout le monde. Mais ce que nous souhaitons, c'est que ceux qui nous dirigent puissent aller beaucoup plus vite que la chanson. Il y a urgence. Monsieur Benoît Wilcock, bonjour. Eh bien, bonsoir Florent, bonsoir tout le monde. Merci d'être venu, merci d'avoir honoré notre invitation. Ben, c'est normal. Bon alors, le BRGM, on entend BRGM, souvent les gens savent pas c'est quoi. Tout à fait. Alors le BRGM, c'est le Service géologique national. Donc on est un établissement public de recherche et en Martinique, on est une dizaine de personnes. Et notre objectif, c'est d'accompagner le territoire sur les différentes thématiques des géosciences sur lesquelles on travaille. Donc c'est tout ce qui est risque naturel, donc les glissements de terrain, les tsunamis, les séismes, donc toute la thématique des risques, l'érosion aussi, on travaille beaucoup sur le littoral. On a un volet aussi sur les problématiques de pollution des sols, qui sont un vrai sujet ici. On travaille beaucoup sur la chlordécone et sur la cartographie notamment. On a aussi des projets sur la géothermie, pour justement aller vers une indépendance énergétique du territoire et avoir une autonomie en alimentation. Et on travaille aussi beaucoup sur tout ce qui concerne la ressource en eau et notamment les ressources en eau souterraines. Donc ça, c'est un peu le panel des activités du BRGM en Martinique. Alors la Martinique, c'est pas un gros gâteau qui est arrivé comme ça. C'est parti d'un point pour arriver à ce stade. Est-ce que vous pouvez développer rapidement pour que le public puisse comprendre comment est née la Martinique? Exactement. Donc la Martinique, c'est une île volcanique qui est née de la rencontre de la plaque caribéenne avec les plaques américaines. Donc ça, il faut se rappeler un peu les cours qu'on avait au collège ou au lycée, ça dépend des périodes. On a vraiment, donc, oui, je suis à peu près dans l'axe, la plaque Caraïbe, la plaque Amérique qui plonge sous la plaque Caraïbe, et en fait, la plaque en plongeant devient liquide. Ça crée du magma qui remonte, et qui donne tout ce chapelet de volcans que sont toutes les îles des Petites Antilles. Donc c'est comme ça qu'est née la Martinique. Et alors, quel âge a la Martinique? Au moins 25 millions d'années pour la partie émergée, donc là où on peut prendre les roches et les dater. Et la partie immergée, c'est un peu plus compliqué, mais c'est plusieurs dizaines de millions d'années. Donc la Martinique et finalement toutes les îles volcaniques des Petites Antilles sont là depuis plusieurs dizaines de millions d'années. Et les deux premiers garçons qui sont nés, Sainte-Anne? Tout à fait. Sainte-Anne, la Caravelle. Ça, c'est les parties les plus anciennes. Là, on trouve des petits fossiles typiques de calcaire qui datent d'à peu près 25 millions d'années. Donc c'est ce qui a permis de dater la partie la plus vieille qui est au-dessus de la mer. Et ensuite, la Martinique s'est mise en place progressivement. Il y a eu ce que nous, on appelle la chaîne volcanique de Vauclin-Pitot. Donc tout le secteur, en gros, du François, Vauclin, il y a une très grosse activité volcanique pendant quasiment 10 millions d'années. Ensuite, ça s'est décalé sur la presqu'île de Trois-Îlets. Donc on a eu toute cette partie qui s'est formée. Et ensuite, migration des chemins de magma. Là, on est passé sur le nord. Donc il y a eu tout le secteur autour du Morne Jacob, donc plutôt sur le Lorrain, dans les hauts du Lorrain. Et en fait, ce gros volcan du Morne Jacob, il occupait toute la moitié nord de la Martinique. Donc là, il y a eu une grosse activité vers 5, 6, 4, 5 millions d'années. Et ensuite, nouvelle migration des sorties de magma quelque part, avec la mise en place des pitons du Carbet et en même temps les derniers petits volcans des Anses d'Arlet, donc avec notamment le diamant. Pas pour le diamant, le rocher de diamant, il est classé comme tel? Alors le rocher du diamant, c'est ce qui reste de la cheminée d'un volcan. On a le Morne-Larcher qui lui est un volcan quasiment intact. Et le diamant est plus vieux. Le Morne-Larcher, on est à peu près, plusieurs centaines de milliers d'années, alors que le diamant, on est plutôt à 1 million d'années, et il ne reste que la cheminée. Donc vraiment, le magma qui s'est complètement solidifié, et tout le reste du volcan s'est effondré, il ne reste que le diamant.
C'est un bouchon, mais il ne risque pas de s'énerver un jour. Oh ben non, là depuis... Non. En fait, on considère qu'un volcan est éteint, alors ça dépend des scientifiques, mais entre 5 à 10 000 ans, on considère qu'un volcan est éteint s'il n'a pas eu d'activité pendant 5 à 10 000 ans. Là, on est à 1 million d'années, on peut être à peu près serein. Surtout que, suite à la mise en place donc, des pitons du Carbet et des petits volcans des Anses d'Arlet, donc ça, il y a à peu près 300, 400, 500 000 ans, ça a migré vers, là on remonte vers le Prêcheur, entre Prêcheur et Grand-Rivière, là il y a eu le Mont-Conil qui s'est mis en place. Alors là pareil, plusieurs possibilités, soit c'était le Mont-Conil, soit c'était une pré-pelée. Et ensuite, à partir de à peu près 300 000 ans, la montagne pelée qui s'est mise en place avec une activité très intense et encore en 1932 pour la dernière éruption. Alors toute cette famille s'est constituée et a donné naissance à Martinique. Et nous avons la baie de Fort-de-France à un moment donné qui s'est effondrée. Oui, là on est plutôt, il y a on va dire une dizaine de millions d'années, dans les différentes mises en place, les différentes coulées, il y a eu un tassement, un effondrement, une érosion qui fait qu'on a toute cette zone bien plane, bien plate et en fait qui s'est remplie après de tous les alluvions et colluvions qui viennent de la Lézarde. C'est pour ça qu'on a une belle plaine toute plate. Et ce croissant, il arrivait jusqu'au Robert, initialement. Alors au niveau du Robert, on a aussi une autre. Après, on a une succession de petites baies. C'est pas l'effondrement, il est plutôt resté à l'ouest du Morne Pitot. Oui. Là aujourd'hui, nous sommes en plein dans l'élévation du niveau de la mer. On sait en écologie, ce qui s'est fait hier se fait demain. Quel est le moment, on ne sait pas. Et nous, quand on sait, par rapport à toutes les études, toutes les recherches qui ont été faites, on a une élévation du niveau de l'eau de la mer de plus de 1 mètre, disons 1,50 m. Et pour demain matin, 2004 minimum. Parce qu'ils ont revu le calcul, ils parlaient de 2050 et ils sont revenus à la baisse en termes de temps. Vous avez travaillé sur ce sujet ? Alors oui, on travaille beaucoup. On a notamment un collègue chercheur sur tout ce qui est les thématiques littorales. Et on travaille aussi en lien avec les experts du GIEC. Et les projections, c'est les ordres de grandeur que tu disais. Il y a une version optimiste qui est à peu près 90 cm de hausse du niveau de la mer. Une version pessimiste qui est plutôt à 1,20 m. Un scénario intermédiaire qui est entre les deux. Donc oui, il faut garder en tête une projection de l'ordre de 1 mètre, mais si on se reporte 10 ans en arrière, les scénarios optimistes ont été complètement dépassés et on est plutôt sur les scénarios pessimistes. Donc c'est une réalité, le niveau de la mer va monter, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y a le niveau de la mer moyen, mais sur ce niveau à plus 1 mètre par exemple, la marée continue à être là. Donc les 40 cm de battement de marée vont continuer, eux, à jouer leur rôle. Et ensuite... Ce qu'on appelle les marées de tempête. Non, là j'étais sur les marées classiques. Okay. La marée classique, voilà. Alors, elle est peu marquée en Martinique, mais on est quand même... à pleine lune, on est plutôt à 40 cm, 20 cm sur les petits épisodes. Donc ça, ce sera le battement attendu autour de ces 1 mètre. Par contre, ce qui sera d'autant plus compliqué à gérer, en plus déjà de gérer ce premier 1 mètre, ce sont tous les événements de tempête. Un cyclone, un ouragan, une grosse tempête tropicale. On a à la fois ce qu'on appelle une dépression atmosphérique. C'est comme ce qui s'est passé à Maria. À Maria, il y a eu quasiment 2 mètres de hausse du niveau de la mer, uniquement lié au fait que c'était des basses pressions qui étaient au droit du cyclone. Donc on a cette surcote liée à la pression atmosphérique, et après, on est en pleine tempête, donc on a la houle, on a les vagues, donc ces événements seront très compliqués à gérer, et donc c'est pour ça qu'il faut anticiper autant que possible l'aménagement du territoire pour pouvoir s'adapter. Là, jusqu'à maintenant, historiquement, on a dépassé combien ? Une vague, la plus haute vague ? J'aurais pas de chiffres, mais plusieurs mètres. Oui. Plusieurs mètres. Quand on regarde les grosses tempêtes, ou même les houles de homard, c'était plusieurs mètres dans la baie de Saint-Pierre, par exemple. C'est donc. Et selon les rapports du GIEC, ça monte de plus en plus. Les aléas climatiques seront de plus en plus puissants, destructeurs. Et nous,
on a lancé dans le débat. Il faut très rapidement faire des études pour voir comment sauver la mise, sauver les meubles. Quand on regarde la Martinique, son poumon économique, tout se trouve dans la baie de Fort-de-France. Anse-d'Arlé, Cassivotte. Toute cette zone-là, donc si nous partons des Trois-Îlets, là où on veut, le maire a décidé de délivrer un permis, là, dans une mangrove qui actuellement a un niveau d'eau normal, mais qui, dans quelques années, sera sous l'eau. Dans quelques années, ce sera impossible d'accéder, traverser l'Asmitam pour aller au Bacoa. Traverser pour rivière Salée, enfin, tout ce secteur. L'aéroport, quand on avait fait, Jean Chouzel faire la visite, l'aéroport, nous étions à 30 cm du niveau de la mer, actuellement. La piste sera sous l'eau. Le port EDF, enfin, tout le poumon de la Martinique est sous l'eau. Et nous avons lancé l'idée de fermer la baie de Fort-de-France, comme elle était initialement. Et à partir de là, 2 écluses. Et comme on dit, une écluse pour faire partir le rhum, la banane et le sucre. Et de l'autre côté, une écluse pour faire entrer les véhicules, la morue et toute la consommation locale. Le pétrole. Et le pétrole. Si nous ne faisons pas ça, il faudra encore attendre des années pour remonter. Est-ce que vous êtes déjà penché sur ce sujet ? Le point clé, et ce qui concerne aussi bien la Martinique que finalement le monde entier, tout le monde est confronté à cette problématique, il y aura soit pas de réponse, pas de concertation, et on subira. Donc soit on subit de plein fouet. On a les yeux pour pleurer. Exactement. Soit le retrait. Ça peut marcher dans certains cas, mais il faut avoir du foncier et il faut avoir des capacités de repli. Donc il faut l'avoir déjà préparé. Donc ça s'anticipe, il faut identifier les zones. Où est-ce qu'on peut aller. Ensuite, il y a la protection. Évidemment, on se barricade, on fait des bunkers, on fait des digues, on fait des protections. Ça se discute, ça coûtera ce que ça coûtera, mais il y a peut-être des infrastructures qui sont nécessaires de protéger. Les ports, typiquement, on aura toujours besoin de ports. Le niveau va monter d'1 mètre, il faut adapter la construction du port pour qu'il puisse toujours avoir son rôle. Donc c'est évident qu'il y a des secteurs où il y aura de l'aménagement. Et après, c'est de l'aménagement du territoire et de la projection. C'est vraiment le point clé, c'est comment, et le cas par cas. Il n'y aura pas, je pense, de solution unique. Et même, du coup, si on revient à l'échelle de la Martinique, on n'abordera pas, comme tu disais, la problématique de la même façon pour le Lamentin que pour la baie du Robert, que pour la baie du Françoise. Il y aura vraiment des spécificités. Et ce qu'il faut définir dès maintenant, c'est qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui ne peut pas être bougé. Quelle est l'urgence ? L'urgence, c'était hier. L'urgence, c'est maintenant. Mais enfin, pardon de t'avoir interrompu. L'urgence pour nous, c'est de protéger toute la partie qui structure la Martinique, donc toute la baie de Fort-de-France. Il y a des zones, c'est certain, le Marin et Sainte-Anne, on ne pourra pas faire grand-chose. Le Marin, on pourra faire une digue pour protéger le Marin. Donc chaque cas devra être étudié. Mais si on ne se lance pas dans les perspectives, dans les études, on sera demain en train de réfléchir. Ah non, c'est un point clé. Et c'est secteur par secteur, c'est territoire par territoire, c'est qu'est-ce qui peut être fait. La principale difficulté, de toute façon, c'est la nature gagnera à la fin. Donc il faut être humble vis-à-vis de la nature. Il faut laisser aussi des espaces, des zones tampons. Nous, on milite beaucoup pour ça. Quand on voit la pression qu'il y a sur le littoral, effectivement, le littoral, c'est une zone tampon. Tout ce qu'on fige et tout ce qu'on fixe, évidemment, c'est protégé là où on a mis des enrochements, sauf qu'on se retrouve à avoir de l'érosion des deux côtés, on se retrouve à avoir un épi qui se retrouve tout seul. Des exemples partout dans le monde, il y en a pour montrer les conséquences que ça peut avoir quand on n'a pas une vision intégrée et une réflexion des impacts que peuvent avoir tout projet d'aménagement. Mais le point clé, il va être vraiment de faire la part des choses entre ce qui ne peut pas être déplacé, un port, ne peut pas être déplacé, une piste d'aéroport, quand on voit la taille de la Martinique, est-ce qu'on peut avoir un plan B en piste, ça se discute. Elle a pas de 70 ans. Oui, mais c'est surtout, à la limite,
peu importe son âge, c'est qu'elle ait vu la taille que fait une piste, compte tenu de la taille de la Martinique. Voilà, est-ce que c'est déplaçable ou pas? Et si c'est pas déplaçable, il faut aménager en conséquence. Et ça c'est un exemple, mais c'est pour... De toute façon, on a des exemples. On a vu les calculs de lait et au lait, pendant le cas de Genipa, qui construit ce centre commercial sur un lait. Ça, ce sont des choses à éviter. Et tu as dit un mot très intéressant, et souvent les téléspectatrices et téléspectateurs refusent d'entendre ou n'écoutent pas quand on le dit la nature. C'est la seule femme, quand on la viole, qui ne crie pas. Mais elle est très, très, très revancharde. Quand elle décide de frapper, en 10 secondes, elle peut tout casser. En 10 secondes, elle n'a pas besoin de quoi que ce soit. En 10 secondes, elle peut tuer 200, 300 000 personnes d'un seul bloc. Ce qui s'est passé en Malaisie. Soit sur un tremblement de terre, en Haïti et autres. Donc, là, récemment, en Grèce, ils sont à plus de 50 000 morts. Donc, il faut se méfier. Il faut arrêter de jouer avec la nature. Il faut arrêter de titiller la nature. Elle a ses règles. Il faut éviter de jouer avec. Est-ce que vous avez, au niveau de l'équipe, au BEGM, fait des simulations, des cartographies pour dire, bon, le François, par exemple, voilà la zone qui sera complètement inondée. Pratiquement tout le bout. Alors on l'a fait déjà il y a depuis quelques années sur la problématique des tsunamis par exemple. Là on change un petit peu de sujet, mais c'est les premiers travaux qu'on a fait de modélisation, de simulation, parce que c'est aussi un risque naturel qui peut impacter la Martinique. Historiquement, les témoignages de tsunamis sont assez petits sur la Martinique, mais on l'a vu à l'échelle mondiale, ça peut arriver. Donc, on a fait ce type de carte, on a identifié une quarantaine de scénarios pouvant déclencher des tsunamis et on a évalué les hauteurs de vagues et les pénétrations dans la terre, que ce soit côte Atlantique, côte Caraïbe ou côte Sud, en fonction de la source. Donc ça, on a déjà ce type de modélisation qui a été faite. Et là, clairement, maintenant, la prochaine étape, ça va être de travailler avec les communes... Ça, c'est sur le tsunami. Tout à fait. Mais je parle simplement de l'élévation du niveau de la mer. Alors ça, on se base sur les travaux du GIEC, qui sont les travaux les plus précis, les plus fins. C'est les chiffres qu'on disait tout à l'heure, 90 cm, 1 mètre, 1 mètre 20, et auxquels on rajoute après les événements. Ça, ce sont les chiffres qui sont valables pour la Martinique et pour la Caraïbe au sens régional. Donc ça, là, je veux dire, nous, on n'a pas besoin de faire d'études plus détaillées. C'est un travail qui a déjà été fait. Par contre, le travail qui est à mener dans les mois et les années à venir, ce sont ces projections commune par commune pour permettre aux collectivités d'identifier quels sont les enjeux qu'on veut à tout prix maintenir, quels sont ceux qui seront exposés et sur lesquels on peut faire quelque chose, qu'on peut décaler, aménager différemment. Typiquement, à Saint-Martin, il s'était posé la question, est-ce qu'on construit le premier étage, le rez-de-chaussée, c'est uniquement des pilotis, c'est transparent. Oui. Au moins, ça se discute, c'est des choix, mais il faut les peser avant et surtout, pour chaque solution qui sera trouvée, évaluer le pour et le contre et faire des compromis. Et là-dessus, c'est ce que tu disais de façon, originale tout à l'heure, mais à la fin, c'est la nature qui gagne. Donc, qu'est-ce que la société est prête à accepter, soit en termes de dégâts, soit en termes de contraintes, surtout quand on est sur un territoire fermé. La société, est-ce qu'elle peut visionner ces éléments-là? Est-ce qu'il y a un site sur lequel on peut aller? Alors pour tout ce qui est... Disons un site grand public, pas un site spécialiste. Oui, alors effectivement, pour tout ce qui est simulation de hausse du niveau de la mer, il y a des sites spécialistes faits par la NASA, par le GIEC, où il y a toutes les données vraiment très précises. Par contre, des sites grand public, c'est une très bonne question. Je crois que le Carbet des Sciences fait beaucoup de communication grand public sur ce sujet. Il faudrait les reboucler avec eux. Non, on va les inviter à venir. Comme ça, ils vont pouvoir expliquer comment y aller. Alors, ce que les gens oublient, c'est que nous avons 25 communes autour de l'île impactées par le phénomène dans ses parties basses. Quand la mer va monter, disons, 1 mètre, la dernière vague va rentrer davantage sur le territoire. Tout à fait. Donc les 53 mètres
de la dernière vague, après les marées d'équinoxe, qui déterminent les 50 pages géométriques, vont se déplacer. Donc le trait de côte de l'État va se déplacer. Et on va de plus en plus vers des conflits inimaginables. Ce qui est sûr, c'est que la mer rentrera plus ou moins selon les secteurs. Il y a certaines communes qui seront moins impactées que d'autres. Et j'allais dire comme quand il y a un glissement de terrain, comme quand il y a une inondation avec le niveau de la rivière, il faudra s'adapter. Et j'aurais tendance à dire, peu importe les cartes actuelles, ce qui définira... La carte actuelle va changer. La carte actuelle va changer, la Martinique va changer, et il faudra construire ou s'adapter en conséquence. Et le cortège législatif évoluera aussi, et il faudra que les PLU évoluent. Ça, de toute façon, ça s'imposera à nous, et il faudra qu'on s'adapte. Ça, c'est vraiment le point clé, et d'être humble. En fait, c'est vrai qu'on a toujours tendance à vouloir construire des digues, des murs, des bunkers pour se protéger de tout. Peut-être, mais pas partout. Là, pour l'instant, quand nous regardons tout ce qui se passe dans des différents bureaux, dans des différentes instances, c'est pas le TGV qu'on a choisi. On est dans l'ancienne Micheline. Ça va pas vite. Je ne sais pas si vous êtes souvent sollicité. Mais ce qu'il faut, c'est avancer. Ça, c'est le principal. On recule pas, c'est déjà bien. On avance. Après, on avance en fonction des volontés globales. Donc, et c'est vraiment le fait que tout le monde travaille ensemble, tout le monde pousse dans le même sens. Et c'est le rôle des médias, c'est le rôle des associations, c'est le rôle des établissements de recherche, c'est le rôle des élus, de tout le monde, d'essayer d'avancer et de trouver des solutions et d'essayer d'accepter ces solutions, même si elles ne sont pas idéales ou que c'est des changements de paradigme. Agréable à entendre. Mais justement, c'est là où il faut être innovant et essayer de justement, vu qu'on a, j'allais dire, on a encore un peu de temps. C'est le temps, on court après le temps. Mais je pense qu'on a le temps d'essayer justement de trouver des solutions qui soient convenables. Et c'est vraiment ce vers quoi il faut tendre pour que les impacts restent acceptables et que ça impacte le moins possible la vie de la société. Tu parles de temps, je dis très vite, on sera rattrapé par la patrouille. Oui, alors c'est le problème de parler de temps avec un géologue, c'est que nous on ne travaille pas aux mêmes échelles de temps. C'est bien ce que je dis. Voilà. En matière politique, lorsque nous regardons jusqu'au moment où nous parlons, le SAR n'est toujours pas révisé. C'est la clé de voûte. Différents plus pose problème. Lorsqu'enfin tout ça, cette cartographie est mise en place, on voit des décisions comme ce qui s'est passé aux Trois-Îlets. Le maire décide de prendre un permis, terminé. Au diable l'avarice, qui avait déjà failli. Et c'est là où nous disons qu'il faut qu'on fasse très attention. Le BRGM, Bureau de recherche géologique et minière, c'est pas une petite instance comme ça. En fait, il y a combien de BRGM au niveau national ? Il y a une direction régionale par région. Donc, on est présent sur tous les territoires. Il y a un BRGM en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, et puis sur chacune des régions métropolitaines. Et puis le siège scientifique qui est à Orléans, où là, on a une équipe de quasiment 600, 700 chercheurs qui sont là en appui aux travaux faits sur les territoires. À propos de BRGM, nous avons un enfant du pays. Plusieurs. Oui, mais qui au niveau haut. Oui, tout à fait. Le directeur de l'ensemble des régions est originaire du... C'est un Martiniquais. Tout à fait. Que j'ai vu tout petit. Bon, je lui dis bonjour, il va se reconnaître. Mais enfin, nous avons de bonnes têtes pensantes en Martinique. Mais oui. Et là, aujourd'hui, dans l'équipe, pareil. Maintenant, ce que nous demandons aux téléspectateurs qui nous regardent, d'écouter pour comprendre. C'est certain, demain matin, il y a des endroits où on ne va pas pouvoir accéder. Il faut reprendre tout le réseau d'eau, d'électricité, téléphonie, tout. Réseau routier. Ça va demander un chantier énorme. Et pour l'instant, en tant qu'association, nous constatons que nous ne sommes pas encore prêts. Il suffit de voir l'exemple de ce qui s'est passé à Font-Saint-Jacques. Prévisible. Je me souviens de ce chantier. Bien sûr. Vous avez pris des coups. On n'a pas pris de coups, on a avancé.
Oui, on a présenté, Vous avez montré la vérité. Ah bah de toute façon, c'est la nature qui parle. Nous, on aide à comprendre et à interpréter ce qui se passe. Mais c'est vrai que parmi les nombreuses contraintes qui contraignent le territoire et l'aménagement du territoire, cette problématique glissement de terrain, elle est vraiment très prégnante en Martinique. C'est finalement le risque le plus... Enfin, c'est les phénomènes qui se produisent le plus fréquemment et qui ont des impacts importants. C'est chaque année plusieurs dizaines de maisons qui sont abandonnées en raison de ces problématiques de glissement de terrain. Et on rejoint vraiment, c'est de l'aménagement du territoire au sens propre, et ça rappelle l'importance, on parlait de documents d'orientation, l'importance des PPR, donc les plans de prévention des risques, dans lesquels il y a des cartes d'aléas qui sont faites, qui permettent de montrer zone rouge, on déconseille fortement de construire, et normalement c'est repris dans les PLU et c'est interdit de construire. Zone orange, attention. Zone jaune, le risque est faible, et puis les zones blanches, pas de risque de glissement de terrain. Et c'est vraiment des documents d'orientation et qui doivent être écoutés, compris, questionnés aussi, mais qui aident à construire la Martinique de demain. Alors évidemment, il y a une problématique, c'est que ces cartes, elles ont été mises en place à un instant T, il y a quasiment peut-être une vingtaine ou une trentaine d'années pour les premières. Une vingtaine d'années, voilà, un peu plus de 20 ans. Voilà. C'était avec Pierre Davidas qu'on avait... Dans les années 2000... fait le nécessaire pour ça. On nous avait tourbillé, les notaires, les entreprises, tout le monde nous avait tourbillé. Et aujourd'hui, tout le monde constate que c'est une nécessité. Eh bien oui, c'est une nécessité, et surtout, l'intérêt de ces cartes, c'est de protéger les gens, et c'est de diminuer l'exposition et la vulnérabilité. Alors évidemment, ces cartes, donc, elles ont été faites dans les années 2000, donc il y a un sujet, c'est les maisons qui étaient déjà construites, qui sont en zone rouge, donc qui sont identifiées comme des secteurs compliqués où il y a un risque. Donc ça, c'est un sujet à part, avec un accompagnement à part, mais tout le reste du territoire, il faut entendre ces documents. Alors certes, ça contraint. On voulait faire quelque chose, c'est en zone rouge. C'est pas possible. Il faut accepter que ce soit pas possible et trouver un autre endroit où faire son projet, où faire son aménagement. Et surtout, si on parlait donc de la hausse du niveau de la mer, mais ce qu'annonce aussi le GIEC, c'est une augmentation de l'intensité des cyclones. Oui. Donc, plus de pluie, donc plus de glissement de terrain. Peut-être plus de glissement de terrain. Et on parlait de l'histoire géologique de la Martinique tout à l'heure. Donc on a toutes ces formations qui se sont mises en place. On est sous un climat tropical. Et donc, toute cette pluie dissout petit à petit les roches, et ce qui fait qu'on a des épaisseurs d'argile plus ou moins importantes selon les secteurs, qui peuvent aller... Comme le lac qu'on a eu au Richard. Alors ça, c'est un peu différent, on pourra y revenir tout à l'heure. Non, j'ai dit à peu près. Mais effectivement, ces argiles qui se sont développées, qui se sont créées en quelques milliers d'années, dans certains secteurs, c'est 20, 30, 50 cm d'argile. C'est facile pour la construction, un coup de tractopelle, on est sur le dur, pas de problème pour construire la maison. Par contre, il y a certains secteurs, alors à Sainte-Marie par exemple, comme tu disais, il y a certains secteurs, c'est plus de 30 mètres d'argile sur plusieurs centaines de mètres carrés. Là, c'est pas inconstructible, mais ça veut dire faire des pieux, des fondations à plus de 30 mètres de profondeur. Ça a un coût. C'est pas le même budget, c'est pas accessible de la même façon, c'est pas forcément les mêmes projets, mais c'est vraiment ces argiles qui sont aussi très hétérogènes à l'échelle de la Martinique, qui sont le moteur de ces... Enfin, c'est pas le moteur, qui sont l'origine de ces glissements de terrain, mais ça ne glisse que parce qu'il pleut, et donc ça permet de faire glisser cette argile, et aussi parce que après l'homme a fait un certain nombre d'aménagements. Une maison trop importante sans fondation, un talutement, le nombre de talus qui sont... On coupe le pied du glissement de terrain, on construit sa maison, et 2 ans après, il pleut et ça glisse. Et là, c'était couru d'avance. Donc il y a vraiment un certain nombre de bonnes pratiques dans l'aménagement, dans les constructions et dans la gestion de l'eau. Gérer son eau à l'échelle de sa propre parcelle, ça c'est à chacun de s'en occuper, mais les eaux de la gouttière, si vous les faites arriver au pied de votre maison, ça peut glisser. L'assainissement, n'en parlons pas. Oui. Il faut gérer son assainissement et il faut aussi après gérer les eaux à l'échelle du quartier. L'idée, c'est pas d'envoyer ma gouttière chez mon voisin, c'est de gérer ça pour que
quand il y a des fortes pluies, l'eau puisse s'écouler, ruisseler et ne pas trop s'infiltrer dans les zones qui sont problématiques. Ça, c'est vraiment des enjeux d'aménagement actuels et encore plus futurs. À propos de terrain, on a la cartographie des failles tectoniques. Oui, il y a des cartes, tout à fait. Oui. Et elle est clairement identifiée. Alors la difficulté c'est ce que tu entends derrière en fait. C'est-à-dire que là, il y a plusieurs failles. Il y a des failles. Et oui, il y a des failles. Il y en a un certain nombre connus, un certain nombre qui sont supposées, et d'autres qui ne sont pas connues, tout simplement comme on expliquait sur la plaine du Lamentin. Les failles, elles ont bougé il y a peut-être 5-10 millions d'années. Ça a été recouvert par 20 mètres d'alluvion. Il n'y a aucune trace en surface. On ne les voit pas. Donc ces failles-là sont plus difficiles à identifier. Et ce sont des failles qui risquent de poser un problème. Peut-être, mais c'est pas celle qui nous inquiète le plus. Quand on parle de risque sismique, vraiment, ce qui risque de déclencher des forts séismes, c'est la zone de subduction dont je parlais tout à l'heure, donc la zone où la plaque Caraïbe frotte finalement contre la plaque Amérique. Donc là, c'est vraiment là où se déclenchent les séismes. Et ça, la zone, elle est très bien connue, très bien identifiée, imagée, notamment par l'Observatoire de la Montagne Pelée. C'est toute la zone qui est située à quelques dizaines de kilomètres de la Caravelle. C'est parallèle à l'arc des Petites Antilles. C'est là où frotte toute la plaque et c'est là où les plus gros séismes historiques ont été enregistrés. Et c'est ça qui peut déclencher des gros séismes qui peuvent avoir là un impact important sur le bâti. Et dans tout ce secteur que nous avons là, on a tous les courants. Et au BAGM, on a la cartographie des courants. Alors là, c'est plutôt l'Ifremer, mais oui, il y a des cartes, tout ce qui est courant marin. Oui, l'Ifremer a des cartes très fines, le CHOM aussi. Là, il y a quand même une connaissance des courants qui est quand même assez fine. Mais pour en revenir au risque sismique, donc c'est surtout ces séismes sur cette zone, donc là, à quelques dizaines de kilomètres, qui peuvent avoir, qui ont déjà causé des dégâts en Martinique par le passé et qui en causeront aussi, parce que on parle d'une échelle géologique. Nous, on a une vision à 50 millions d'années. À l'échelle de la connaissance, on a une connaissance sur les 300 dernières années sur les séismes de la Martinique, mais c'est une zone qui est active depuis très longtemps et qui continuera à l'être. En termes de matériaux, parce que tout cela, les matériaux de construction, on va les chercher pareil dans certaines zones. Est-ce que nous sommes riches ? Alors, on peut dire qu'on est riche. C'est l'avantage d'une île volcanique, quelque part, c'est qu'on a à la fois des roches massives et aussi du matériau fin. Là, tu parlais du prêcheur avec les lahares, et on va dire de la montagne Pelée au sens large. La montagne Pelée, donc c'est un volcan qui a surtout fait des nuées ardentes et des ponces, et ça fait du matériau fin. C'est un très bon matériau de construction. Donc on a à la fois du matériau fin pour faire du ciment, on a à la fois de la ponce, on a à la fois des roches massives. Donc de ce côté-là, il y a des différentes possibilités de matériaux. On a aussi de l'argile aux Trois-Îlets, par exemple, une très bonne argile. Donc voilà, on a différents types de matériaux à disposition et j'allais dire aussi des ressources assez importantes, j'allais dire uniquement d'un point de vue géologique. Après, se pose toujours la même problématique que pour l'aménagement. Une carrière, ça prend de la place. C'est au milieu d'autres aménagements, donc il faut trouver le bon équilibre. Le compromis. Voilà, les compromis entre les besoins en matériaux qui sont évidents et la nécessité de disposer de ressources. Et là, pour l'instant, ce que nous soulevons ce problème de plus en plus dans l'économie circulaire. Hier, on avait beaucoup d'usages de sable de rivière. Ou du sable de plage aussi. Aussi du sable de plage, mais le sable de plage, à un moment donné, on l'a arrêté. Très bonne chose. Mais en termes de sable de rivière, tous les bassins naturels qu'on avait en rivière ont été bouchés avec ce sable. Simplement du fait de l'urbanisation, et construction de routes et puis l'agriculture. Nous, on demande qu'on puisse récupérer ce sable de rivière pour exploiter autrement. Et surtout pour avoir une réserve d'eau naturelle en permanence. Est-ce que c'est une idée, une étude qui
qui est déjà dans les tiroirs du BAGM? Non. Premièrement, parce qu'on ne nous l'a pas demandé. Ça, c'est un premier point. Et de deux, ça, c'est plutôt un avis personnel. Je ne suis pas convaincu qu'en termes de volume, on arrive à avoir quelque chose d'économiquement intéressant. Parce que ce sera que du morcelage de gisements, quelque part, et surtout l'impact que ça peut avoir sur la biodiversité. C'est quand même, on essaye au maximum là, en Martinique de préserver l'état des rivières, leur qualité et tous les impacts qu'elle peut avoir. Donc rajouter une pression supplémentaire sur les rivières avec de l'extraction de matériaux, personnellement, je ne suis pas convaincu qu'on en ait, et même qu'on en ait besoin en termes de volume de matériaux. On a suffisamment, enfin, il y a un certain nombre de carrières qui existent, on a du matériau. Donc, et sans parler du volet réglementaire, est-ce que c'est faisable et comment est-ce qu'on pourrait faire du mitage de petits prélèvements? Ça pour le volet ressources. Et si on regarde le volet volume d'eau, là pareil, je serais curieux de faire un petit calcul, rien qu'un premier calcul pour voir les volumes qui pourraient être gagnés, mais ce sera des petits volumes par rapport aux besoins qu'on peut avoir en carême. Et il y a peut-être d'autres solutions qui sont plus efficaces, rapides, qui permettraient de résoudre les problèmes qu'on a connus dans les carèmes il y a 2-3 ans, avec toutes ces coupures. Là, si tu veux, actuellement au niveau national, ils cherchent à revenir comme on était nous aux Antilles. Donc nous, il n'y a pas de souci. Tu as émis ton avis, bon. On n'a pas cherché, on n'a pas fait d'études. Non, il faudrait pousser un peu les calculs, poser des données. Mais compte tenu du fait que nous exportons les matériaux de construction, le reste de la Caraïbe, il y a des secteurs où ils auront besoin de matériaux. C'est un filon que demain nous pouvons exploiter. Étant entendu que c'est une chose qui a existé dans le passé, quand j'étais gamin, je ne sais pas depuis combien de temps tu es en Martinique. Moi, quand j'étais gamin, il y a un jeu qu'on appelait faire les tchètes. On plongeait dans les rivières. On faisait Tarzan dans les rivières. Aujourd'hui, si on saute dans cette rivière, le curé il est content. Et si tu ouvres de l'eau pour faire l'eau bénite, là il est encore plus content. Nous disons que ça existait. Il faut qu'on relance l'étude sur ça. Mais, pareil, en termes de matériaux, nous aurons besoin des matériaux pour faire de l'endiguage à droite à gauche. Donc là, aujourd'hui, on est sur une phase on repense la Martinique autrement. Mais tu as cité une solution importante tout à l'heure, c'est le recyclage. Vraiment, ça c'est un point clé. Il y a beaucoup de matériaux de construction qui existent liés à la démolition, liés aux différents chantiers. Et ça, c'est une ressource qu'il ne faut surtout pas négliger. Parce que c'est de l'économie circulaire, c'est de la valorisation, c'est donner une seconde vie à des matériaux. Alors certes, il faut les travailler, ces matériaux, il faut extraire de l'amiante quand il y en a, la ferraille quand il y en a, donc il y a un peu plus de travail à faire, mais c'est une ressource importante, à quantifier aussi. Là, je n'ai pas de chiffre en tête, mais c'est une ressource importante pour pouvoir avoir du matériau de construction, c'est une évidence. La première top qui a été importée en Martinique, au Lamatin, c'était bâti en préfecture, énormément. Et finalement, il y a quelqu'un qui a investi dessus. On a fait rentrer cette top et qui permet, lors des déconstructions, de pouvoir sélectionner béton, fer et autres. Et il a fallu qu'on puisse pousser une gueulante lorsqu'on faisait le TCSP, où on prenait du Los Angeles, c'est bon matériau, pour pouvoir faire du remblai. Et c'est comme ça qu'on a pu faire rentrer dans le remblai du TCSP ce matériau de recyclage. Et après, il est revenu un projet où, pour l'extension du port de Fort-de-France, on reprenait du Los Angeles pour faire du remblai. Alors qu'on avait du là-haut. Finalement, le projet, on ne sommes pas revenus le casser. Donc chaque personne a un bout de lard, mais le Los Angeles sera protégé.
Ouais, c'est l'importance de construire les projets à plusieurs, de discuter, d'échanger, de peser le pour et le contre. C'est vraiment, et puis aussi réussir à accepter les changements, à accepter de faire autrement que ce qu'on a pu faire à une époque. Ceux qui connaissent un peu les cailloux, le Los Angeles, c'est Rochefort. On a aussi un gisement au Saint-Esprit qui est très performant. Oui, c'est de la bonne roche. Bonne roche. Et dans le sous-sol, il y a 2 éléments sur lesquels il y a un travail énorme à faire. Il y a déjà la nappe phréatique. Est-ce que vous êtes performant dessus? Est-ce que vous avez cartographié au BRGM? Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment un sujet sur lequel on travaille beaucoup, notamment avec l'ACASEM et avec Cap Nord pour la recherche de nouvelles ressources en eau. Ça, c'est vraiment un point clé qui permettra de s'affranchir et de garder comme un mauvais souvenir toutes ces périodes de coupure d'eau. En fait, la spécificité de la construction des réseaux d'eau en Martinique, finalement, c'est que la première étape a été de construire des prises d'eau en rivière. Assez classique, on fait un barrage, on crée les canalisations qui vont jusqu'à la ville. Donc ça a été la première étape, c'est le classique. Il y a eu des sources qui ont été captées, notamment sur Morne-Rouge, sur la montagne Pelée, un peu aussi sur les Pitons. Et pendant un certain nombre d'années, c'est comme ça que la Martinique a été alimentée en eau. Par contre, les nappes d'eau souterraines ont été très peu recherchées et sollicitées parce que pendant toute une période, il n'y en avait pas besoin, tout simplement. Donc, l'eau de surface était là. Exactement. L'eau de surface était suffisante. Les autres sources qui sont faites de l'eau souterraine étaient aussi suffisantes. Et ça a permis, jusque encore finalement très récemment, d'avoir de l'eau pour tout le monde. Il se trouve que, je sais que c'est un de tes sujets, les réseaux vieillissent. Ça, c'est une réalité. On prend de l'eau, on fait passer dans les réseaux pour donner aux vers de terre. Mais c'est très bien pour les vers de terre. D'un autre côté, lui, côté écologique, c'est bon. Côté écologique, c'est l'eau n'est pas perdue. Le consommateur, lui, il n'a pas l'eau à son robinet. Tout à fait. Donc, c'est un combat énorme. Il y a ce point-là, et puis il y a aussi, on parlait de changement climatique. Le changement climatique, c'est pas quelque chose dans le futur. Hein. C'est là. C'est là, non, mais c'est déjà là. C'est déjà là à notre porte. Et quand on parle de la hausse du niveau de la mer, si on prend les données du marégraphe qui est à Fort-de-France, ça fait déjà 15 ans que tous les ans, le niveau de la mer, il monte. La droite, elle est simple. Hein. Les points, ils s'alignent. Donc, on est déjà dans les changements climatiques. Donc, la pluviométrie évolue. Il pleut plus en saison des pluies. Il pleut moins en carême. Et ce qui fait que l'eau des rivières qui avant était suffisante, du fait qu'on ait globalement moins de pluviométrie ou des carèmes plus longs, aussi, c'était le cas en 2021. Le carême a été très long. Il a commencé tôt, il a fini très tard. Et ça, c'est quelque chose qui était moins le cas par le passé. Donc quand on cumule toutes ces... Et puis la population de la Martinique aussi, qui était peut-être pas la même qu'à une époque. Donc quand on met toutes ces briques les unes à la suite des autres, il y a besoin d'aller chercher de l'eau. Et là, les nappes d'eau souterraines sont une ressource. Et le volume nécessaire, il n'est pas si énorme que ça. J'ai fait le petit calcul en nombre de piscines, tu vois. Ce qui nous a manqué en 2021, c'est l'équivalent de 4 piscines, les 4 piscines du Lamentin, donc 4 piscines par jour. 4 olympiques. Ouais. Donc c'est un gros volume, mais c'est pas si énorme que ça, et surtout, c'est quelque chose qui est atteignable. C'est quelque chose, ce sont des volumes, c'est à peine quelques pourcents du volume d'eau souterraine qui est en Martinique. Après, la difficulté, ça va être d'aller faire les forages. C'est toujours un petit peu compliqué d'aller faire des forages. Ce sera évidemment, il faut un petit peu de canalisation. Et après, gérer le réseau. Et la difficulté, ou une des spécificités de la Martinique, c'est le fait qu'il y a des quartiers partout, finalement. La Martinique est très, très densément peuplée. Voilà, il y a un mitage, il y a des quartiers partout, donc il faut alimenter tous ces quartiers. Et après, c'est le chevelu du réseau qui rend l'adduction difficile. Mais en termes de volume d'eau, là, il y a vraiment de l'espoir à avoir et des solutions atteignables. Alors, il faudra peut-être encore quelques années avant que tous les forages puissent être faits, mais il y a vraiment de la ressource possible et un très très bon espoir de ce côté-là.
C'est un combat permanent que nous menons. Ça avance. C'est un chantier pluriannuel. Ah bah oui. Qu'on le veuille ou pas, il faudra le faire. Donc, mieux vaut le commencer dès maintenant. À propos de chantier, la géothermie, à un moment donné, on a vu une vague et puis ça s'est affaissé. Alors, ça dépend à l'échelle géologique ou, non, ou à l'échelle politique. Politique. Alors, la géothermie, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une richesse des petites Antilles, finalement. Du fait du contexte géologique, du fait qu'on soit sur une zone de subduction, du fait qu'on soit tous situés sur des volcans, actifs ou éteints, on a de la chaleur en profondeur. Donc la géothermie, pour expliquer pour les téléspectateurs, la géothermie, c'est d'aller récupérer cette chaleur qui est en profondeur et souvent, quand on a de l'eau ou un fluide qui est à 200 degrés, il y a de la vapeur. Et donc, une centrale géothermique, c'est tout simple. On récupère la vapeur, on fait tourner une turbine, ça fait de l'électricité. Donc c'est vraiment une technologie qui est maîtrisée depuis des décennies et qui a fait ses preuves. En Guadeloupe, à Bouillante, la centrale existe depuis plusieurs décennies. Et chaque île de la Caraïbe a des projets avec des forages, parce que c'est la première étape. Il faut faire des forages pour aller voir la température et le débit. C'est vraiment ça le point clé, et le juge de paix, c'est le forage. Donc en Martinique, il y a plusieurs sites qui ont été identifiés. Si on prend du sud vers le nord pour changer, les Anses d'Arlet à Petite-Anse, là il y a un gisement qui est, suspecté parce que ce soit les différentes méthodes qu'on a pu faire, que ce soit de la chimie, de la géophysique, enfin toutes les méthodes qu'on fait, on suspecte un réservoir géothermal à peu près 1,5 km, 2 km de profondeur, à peu près 200 degrés. Et donc, pour aller confirmer l'existence de ce gisement, il faut faire un forage, et c'est lui qui nous dira si les roches sont suffisamment perméables, donc si elles laissent sortir suffisamment de vapeur pour produire, et on pourra dire à ce moment-là combien de mégawatts peuvent être produits. Donc ça, c'est le premier site, et j'allais dire le site le plus abouti en termes de connaissances. Ensuite, on arrive au Lamentin. Au Lamentin, là, on est plutôt sur des températures intermédiaires. Donc là, il y a déjà des forages qui ont été faits, notamment dans les premiers dans les années 70. Là, il y a à peu près 100 degrés. Au Mont-Gabri. Tout à fait. Ouais, Mont-Gabri et côté Lézarde, on va dire derrière la zone de la Lézarde, tout ce secteur-là. D'ailleurs, il y a beaucoup de sources thermales qui sont cachées ou perdues dans la mangrove. Quand on y va, on prend l'odeur de soufre et autres. Tout à fait. Donc là, c'est vraiment... C'est rentré dans la mangrove. C'est une zone de dégazage, de ressort. Donc là, il y a un réservoir qui est à peu près à 100 degrés. Donc 100 degrés, on ne fait pas de l'électricité. On peut faire de la clim. On peut faire de la clim, tout à fait. Donc ça, c'est intéressant. Un réseau de froid dans le secteur de la Lézarde, de l'aéroport, il y a quelques entreprises. Mais tout fort de Fort-sur-la-Montagne du Cos. Exactement. Donc là, une grosse consommation, surtout par rapport au réchauffement climatique, une forte demande en matière de clim. Tout à fait. Après, l'idée, on revient au sujet de tout à l'heure. Il y a une partie des sources qui sont dans la mangrove, donc ça, on oublie. L'idée, c'est où est-ce qu'on peut positionner des forages vis-à-vis de ce qui peut nous arriver dans le futur pour pouvoir aller exploiter cette ressource, sachant que... Et surtout, comment faire passer la canalisation après ? Oui, tout à fait, parce qu'il y a le forage qui fait à peu près, c'est un tube de 30 cm, un forage. Par contre, après, c'est la canalisation jusque à l'endroit où on produira le froid. Donc, il y a ça qui est à aménager, mais il y a déjà des routes. Et de toute façon, il faut à peu près rester sur les infrastructures. Ça sert à rien d'aller, d'ailleurs, justement, trop près de la mer pour justement que dans 20-30 ans, on se retrouve sous l'eau. Donc ça, c'est le secteur Lamentin. Ensuite, on a le secteur, on va dire, Didier, Absalon, Piton du Carbet. Là, c'est un peu particulier parce que il y a eu un système hydrothermal. Oui, Absalon. Voilà, au niveau, qui alimente Absalon, qui alimente la source de Didier, par exemple. Oui. Mais lors de la mise en place des pitons du Carbet, qui se sont mis en place un peu tardivement, en fait, les pitons du Carbet, d'ailleurs, ça se voit à leur forme, le magma était tellement visqueux que ça s'est mis en place un peu comme de la guimauve, et ça s'est arrêté avec la forme majestueuse qu'ils ont là. Mais en se mettant en place, ils ont en gros détruit le couvercle de leur système hydrothermal. Donc on a quelque chose qui... on est peut-être à 90 degrés au fond, en profondeur, mais pareil, on n'est
pour nous, on pense qu'il n'y a pas suffisamment pour faire de l'électricité, mais c'est pareil. On parle de réseau de froid. Si on en a un qui arrive par le Lamentin, un qui descend depuis Balata, par exemple, Didier, Absalon, ce secteur-là. Absalon, on peut faire une station thermale. Il y en a une pendant très longtemps, tout à fait. Donc, et après, si on va le dernier spot de chaleur, celui-là, il est évident, c'est la montagne Pelée. La source chaude. Il y a les fameuses sources chaudes, il y a un volcan actif, il y a de la chaleur en profondeur. Donc ça, c'est aussi une ressource et une richesse finalement d'un potentiel géothermique. Donc là, même concept, il faut faire quelques forages pour aller confirmer ce potentiel, mais il y a aussi une ressource. Après, c'est vrai que la montagne Pelée, c'est un secteur qui est attirant, mais qui fait aussi peur. Mais il y a d'autres centrales ou d'autres forages géothermiques qui ont été faits sur des volcans actifs ou proches de volcans actifs. Et c'est quelque chose qui se fait. Après, c'est un choix à la fois, comme tu disais, politique, sociétal, de savoir dans quel secteur on a besoin d'énergie pour alimenter le réseau. Voilà, voilà un petit peu le panel de ce qui est connu à ce jour. Et dans 10 ans, on en reparlera. Il y aura, j'espère, d'autres surprises et d'autres... En fait, nous ne sommes pas sur une page blanche. La connaissance est là. Tout est clairement documenté. Tout à fait. Maintenant, nous regrettons qu'il n'y ait pas cette volonté politique de se dire que là, c'est un sujet qui va nous permettre de stopper l'importation du fioul pour produire le courant électrique. Mais je pense que il y a une instance qui s'appelle le Programme territorial de maîtrise de l'énergie, qui rassemble la CTM, le SMEM, EDF et l'État, et qui ont des feuilles de route. Alors eux, ils s'intéressent à toutes les énergies, avec comme objectif d'aller vers une autonomie énergétique de la Martinique. Et la géothermie fait partie des multiples actions de cette feuille de route, avec évidemment le solaire. Il faut développer beaucoup plus le solaire en Martinique. L'éolien, il faut décider si on veut le développer ou pas. C'est un choix de société aussi. Oui. Et toutes les autres énergies, il y a eu d'autres tests faits par le passé. Et si on regarde la géothermie aussi, il y avait un projet à une époque de coopération régionale avec la Dominique. Oui. Parce que la Dominique, alors nous, on a un volcan actif, eux, ils en ont 9. Et ils ont de la géothermie à foison. Et donc, eux, ils ont leur projet actuel, c'est déjà de construire une petite centrale qui suffit largement à leur autonomie. Donc eux, d'ici quelques années, ils seront 50% en hydroélectricité, 50% en géothermie. Ils seront indépendants en énergie. Donc ça, c'est vraiment précieux pour une petite île comme la Dominique. Mais ils ont un potentiel qui est largement au-delà de leurs besoins. Donc ils ont, dans leur projet politique à moyen ou long terme, de voir quelle coopération ils peuvent mener avec la Guadeloupe et la Martinique, qui sont les deux voisins proches, qui, eux, ont besoin d'énergie. Après, il y a beaucoup de difficultés pour y arriver, et c'est un projet, on en parle depuis ça demande du temps pour être développé. Ça demande du temps, mais ça avance, et la Dominique avance, pas à pas, en commençant par une première petite centrale qui vont exploiter, qui vont savoir faire marcher, avant de voir comment est-ce qu'on peut travailler à l'échelle régionale. Benoît, tu es directeur du BAGM, Bureau de recherche géologique minière. Si tu as une conclusion à faire, ce serait laquelle ? Alors pour paraphraser le titre de ton émission, il faut échanger, il faut expliquer, il faut faire de la pédagogie. Nous, pour les scientifiques, c'est pas là où on est les plus forts, de faire de la pédagogie et d'essayer de faire passer le discours. Et il faut travailler ensemble et faire des compromis pour avancer vers la Martinique que vous voulez pour nos enfants, pour le futur. De toute façon, vous avez des éléments factuels qui sont validés. C'est à nous de savoir ce que nous voulons. Déjà, écouter pour comprendre. Mais surtout faire savoir, nous insistons, celui qui décide l'aménagement du territoire, c'est l'instance politique. Tout ce que nous avons dit là, c'est demain matin. C'est pas dans 150 ans, c'est demain matin. C'est déjà là, à nos pieds. Il est urgent, très urgent, de mettre les éléments en place pour faire ce qu'il faut pour que demain, nous pas garder et puis nous pas dire, mais ces unités savent.
C'est très urgent. Merci encore d'avoir écouté pour comprendre. Et à la prochaine émission.